L'élection de François Mitterrand marque une rupture. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la droite est renvoyée dans l'opposition. Après la défaite de Giscard, la voie semble dégagée pour Jacques Chirac, persuadé que l'expérience de gauche ne durera pas. Il le répète en privé et même en public. Par son opposition intransigeante, face à la gauche au pouvoir, il s'installe comme l'indiscutable chef de la droite. Le socialisme est une doctrine à la fois dépassée, mauvaise et en réalité inhumaine. Inhumaine dans le sens où elle n'est pas conforme à la dignité, à la responsabilité et à la liberté de l'homme. De 81 à 83, Chirac apparaît comme un élément très dynamique et en même temps il fait preuve d'une très grande fermeté et il tient un discours de rupture avec la gauche, etc. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous gagnons les élections législatives partielles et c'est la raison pour laquelle nous gagnons les élections municipales de 83. À Paris, Jacques Chirac remporte en effet les 20 arrondissements. De la mairie de Paris, Chirac fait une forteresse, une pompe à finances pour le RPR. Sans l'hôtel de ville, le RPR n'aurait pas eu l'insolente puissance financière qui lui permettait de faire fonctionner un appareil doté de nombreux permanents, d'animer des campagnes électorales sans lésiner sur les moyens. Autour de lui, à la mairie, Chirac s'entoure de sa garde rapprochée. Alain Juppé, Jean Tibéri, Jacques Toubon et quelques autres. L'hôtel de ville confère à son locataire, en outre, une aura institutionnelle et une reconnaissance internationale. Si Jacques Chirac est le patron de l'opposition, c'est également à son statut de maire de Paris qu'il le doit. Mais malgré ses succès, son statut, son pouvoir, Jacques Chirac doute de lui. Personne n'est aussi critique à l'égard de Chirac que Jacques. Par manque de confiance en lui, ou par complexe intellectuel, Chirac a toujours été un homme sous influence. Après avoir été sous la coupe des éminences grises, Juillet, Garot, pendant une quinzaine d'années, le maire de Paris se découvre, au début des années 80, un nouveau mentor, Édouard Balladur. Les deux hommes se sont connus au cabinet de Pompidou, 20 ans plus tôt à Matignon. Édouard Balladur devient le conseiller influent, le nouveau père Joseph. Édouard prend bientôt une influence considérable sur Jacques. Cette intrusion déplaît au cercle rapproché qui entoure le maire de Paris. On va tous les mardis matins à l'hôtel de ville. Pasqua, qui s'assoyait d'habitude en face de Jacques Chirac, tout à coup l'huissier de l'hôtel de ville lui dit « Ah non, monsieur le président, là, il... » Bon, Pasqua est étonné qu'on l'empêche de s'asseoir là. Et puis on s'assoit tous les deux côte à côte, là où viendra se mettre Jacques Chirac quand il arrive. Puis en même temps que Chirac, arrive un monsieur élégant, de tweed chabet vêtu, qu'on reconnaît un peu, parce que on se souvient vaguement qu'il y a eu Édouard Balladur, secrétaire général à l'Élysée il y a une dizaine d'années, on ne l'a jamais revu, on ne connaissait pas, Sir Édouard. Et là, voilà, il s'assoit en face de lui, et puis bon, on fait notre réunion habituelle, mais Chirac ne nous présente même pas le monsieur, ou ne nous dit même pas, bon. Et puis à la fin, comme d'habitude, Chirac pressé, on a vu quand est-ce qu'il allait en Corrèze, quand est-ce qu'il allait... Tout à coup, il dit, bien sûr, tout le monde a reconnu, excusez-moi, je ne vais pas présenter Édouard Balladur, qui va nous aider à partir de maintenant à travailler. Bon, alors là, et Pasqua s'est penché vers mon oreille et m'a dit, Jean-François, je crois que Jacques vient de nous ramener un redoutable casse-couille. L'événement politique au début de ces années 80 est l'éruption du Front National sur la scène publique. Le mouvement de Jean-Marie Le Pen y fait une entrée remarquée lors des élections municipales partielles en septembre 1983 à Dreux. Son candidat effectue une véritable percée au premier tour avec près de 17% des voix. Pour le second tour, l'opposition de droite fusionne ses listes avec celle du Front National contre le candidat de la gauche. Jacques Chirac approuve cette alliance avec l'extrême droite, mais prend l'engagement, auquel il se tiendra, de ne pas passer à l'avenir d'accord avec Le Pen. À partir de 83, notre électorat se droitise. C'est-à-dire que l'électorat devient plus exigeant en matière de sécurité, de lutte contre l'immigration. Il est beaucoup plus sensible à tout ça. Et c'est le moment, au contraire, où Jacques Chirac, je pense sous l'influence de Balladur et d'un certain nombre de gens, il incarne ou il impulse une dérive centriste
du moins gaulliste. Jusqu'en 1983, le Front National n'existe pas. Il représente moins de 3%. Mais à partir du moment où l'électorat, lui, se droitise, bon, et nous, on se centrise, on ouvre un boulevard à Le Pen. C'est ça qui s'est passé. Avec la réforme du mode de scrutin voulu par François Mitterrand et le retour à la proportionnelle, le Front National entre en force à l'Assemblée lors des élections législatives de 1986. L'opposition de droite, emmenée par Jacques Chirac, l'emporte de justesse. Pour la deuxième fois, Chirac s'installe à Matignon. Il devient Premier ministre de François Mitterrand dans une configuration inédite, la cohabitation au sommet de l'État. Le président de la République décrète, M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Le président, d'entrée de jeu avec Jacques Chirac, déclare vouloir dire son mot sur 3 postes. Affaires étrangères, défense et intérieur. Jacques Chirac finalement admet qu'il peut y avoir discussion sur les affaires étrangères et la défense, mais pas sur l'intérieur. Et puis, assez vite, il annonce son intention ou son souhait de nommer Pasqua. François Mitterrand a dit que si vous le nommez à l'intérieur, il va non seulement m'espionner moi, François Mitterrand, mais vous espionnez vous, Jacques Chirac. C'est à quoi Jacques Chirac répond par un grand rire qui semblait montrer qu'il n'était quand même pas complètement inconscient du risque. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh ben ça, Mitterrand, en matière d'écoute, il était plus fort que quiconque. Les événements l'ont démontré d'ailleurs. Le samedi 22 mars 1986, à 11h, le premier conseil des ministres de la cohabitation se réunit. L'atmosphère est glaciale, la guerre commence. L'atmosphère était très pesante. François Mitterrand le ressentait comme une espèce de situation où il était cerné et entendait bien le montrer au pays. C'est pas l'atmosphère qui m'a impressionné, que le fait qu'au bout d'un quart d'heure, si j'ose dire, l'affaire de la cohabitation était réglée. Il y en avait un qui dominait, c'était Mitterrand, et puis tous les autres qui étaient là à attendre que la foudre leur tombe sur la tête. C'est extraordinaire, comme par sa personnalité, par son regard, par ce qu'il était. C'est vraiment admirable. Il était tout seul, on était 40 autour de lui. Et c'est nous qui nous sentions les intrus, et lui qui était chez lui. En dépit des apparences, pas toujours préservées, dans le secret des affaires, les 2 années de cohabitation entre Mitterrand et Chirac vont être une longue litanie de bagarres, de chamailleries, de mesquineries. On s'épie, on se méfie, on se marque. La cohabitation est un bras de fer politique et psychologique. Il y avait en même temps des moments de sympathie, très tôt, et même d'admiration. Curieusement, je crois qu'on peut dire ce mot de François Mitterrand pour Jacques Chirac, pour une certaine forme de courage, pour sa ténacité, pour le travail aussi. Il a découvert, en voyant Jacques Chirac, que sur son sujet, Jacques Chirac travaillait. C'était 2 bêtes politiques qui, en tant que telles, à certains égards, se respectaient. J'ai dû me demander si j'entendais bien. Donc François Mitterrand et Jacques Chirac quittent le bureau du président, descendent ensemble vers le Conseil des ministres, m'appellent pour me donner telle ou telle consigne. Et François Mitterrand dit quelque chose à Jacques Chirac, et Jacques Chirac dit « Oui, mon général ». Il s'arrête à mon général, Monsieur le Président. C'est incroyable, mais j'ai été témoin de ça. Donc ce qui montre la forme de respect ou de suprématie que le président pouvait avoir acquis. D'emblée, le Premier ministre souhaite disputer au président la prééminence sur les affaires étrangères et mettre son nez dans le domaine réservé du chef de l'État. Il se rend au sommet des pays industrialisés qui se tient à Tokyo en mai 1986. Pour la conférence de presse finale, Jacques Chirac n'a droit qu'à une chaise, en bas d'estrade. Il n'y a aucune volonté de François Mitterrand avant ça d'humilier le Premier ministre, surtout pas à l'étranger. Donc là, moi, je mets plutôt ça sur le compte d'une volonté un peu excessive à l'époque, un peu brouillonne, de Matignon, de positionner Jacques Chirac pour des raisons de campagne électorale de 88, naturellement, le positionner à un niveau international où il parle aux grands dirigeants. Hubert Védrine, conseiller diplomatique du chef de l'État, prépare toutes les rencontres internationales. Il est le témoin de cette guerre des nerfs entre Mitterrand et Chirac.
Dans les conseils européens, les deux hommes font conférence de presse commune, mais le président ne laisse pas passer une occasion de marquer son territoire. Monsieur le Premier ministre, vous jugez également que c'est un bon conseil? Mais si vous permettez, il y a une conférence de presse, bien entendu, monsieur le Premier ministre est là, et tout à fait normal qu'il en soit levé, mais il n'y a pas deux conférences de presse à la fois. Donc, nous verrons à nous répartir les réponses. Et de toute façon, il n'y a pas deux avis différents sur des problèmes de cette nature. Vice-premier ministre, Édouard Balladur, en charge de l'économie, veut créer un climat de confiance pour les investisseurs. Il supprime l'impôt sur la fortune et mène une politique de privatisation. Le Premier ministre, disposant d'une courte majorité, veut agir vite. Il a besoin de résultats visibles et rapides. Il décide de légiférer par ordonnance. Mais le 14 juillet 1986, Mitterrand refuse de signer l'ordonnance sur les privatisations des entreprises nationalisées avant 1981. Jacques Chirac a été prévenu, reprévenu et re-reprévenu. Mais je crois qu'il a pensé que François Mitterrand plierait. Ça a été le bras de fer entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Je crois que de la part de François Mitterrand, il s'agissait de tester la résistance du gouvernement. Il y a d'ailleurs un coup de téléphone auquel j'assiste de Jacques Chirac qui appelle François Mitterrand, qui commence très en colère et qui voit que François Mitterrand calmement ne bouge pas. Chirac, dans le combiné, avertit « Monsieur le Président, je vais devoir démissionner. » Mitterrand « Libre à vous, Monsieur le Premier ministre. » Chirac raccroche « Je suis sur le cul, je viens de menacer Mitterrand de démissionner et il s'en fout. » Finalement, Jacques Chirac refuse l'affrontement et la rupture. Le Premier ministre a commis un faux pas en engageant une épreuve de force avec François Mitterrand. Il en est sorti affaibli et le président marque un point pour l'élection présidentielle de 1988. En décembre 1986, le projet de loi Devaquet, qui prévoit un semblant d'autonomie et de sélection dans les universités, mal vendu, est contesté par la jeunesse qui exprime son angoisse devant l'avenir. La crise lycéenne débouche après la mort d'un jeune, Malik Oussekine, sur une crise politique majeure, au terme de laquelle le gouvernement doit reculer et retirer son projet. C'est la deuxième défaite en quelques mois. Le vent tourne. Il a suffi que la France prenne un coup de jeune pour que Chirac prenne un coup de vieux. Au début de 1988, Jacques Chirac, devancé dans les sondages par Raymond Barre, son challenger à droite, se lance dans sa deuxième campagne présidentielle. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. On a une vedette, notre Johnny Chirac national, qui plaît dans les salles, qui plaît aux militants, qui est adoubé, qui serre des mains, qui embrasse les filles, les vieilles, qui serre la main au pépé, qui connaît les noms des gens, il se souvient de tout. Enfin, Chirac, la mythologie Chirac. Puis on arrive au résultat, boum. Mais au soir du premier tour, malgré le sourire de circonstance, la déception de Chirac est vive. Devançant Raymond Barre d'une courte tête, le candidat du RPR n'obtient que 18% des voix, comme en 81. Le président sortant, avec sa campagne sur la France unie, caracole loin devant. Le débat entre les deux finalistes oppose le président sortant et le Premier ministre sortant. Nous avons eu une réunion préparatoire à ce débat. Moi, j'ai dit à Jacques Chirac, je vais te dire comment ça va se passer. Tu vas arriver, il va te dire bonjour, monsieur le Premier ministre, tu vas dire bonjour, monsieur le Président, et c'est terminé. Tu es au-dessous de lui, c'est ce qui s'est passé. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Si tu vas dans ce débat, il faut y aller pour le tuer politiquement. Dans le cas contraire, si tu ne te sens pas, il ne faut pas le faire. Alors, il y a eu un moment d'hésitation. Et puis, j'ai entendu une voix dire à Jacques Chirac, oh, ce ne serait pas très convenable, Jacques.
À ce moment-là, j'ai compris que la présidentielle était perdue. Voilà. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Pouvez-vous me dire les yeux dans les yeux? Enfin, quand on revoit aujourd'hui cet épisode, on se dit quand même, ce François Mitterrand était unique, très très fort. Le véritable tournant de la campagne, il a été là, hein. Il n'a pas été ailleurs. Parce qu'entre les deux, il y a eu, aux yeux des Français, il y a eu une différence de stature et de personnalité. Je pense que Jacques Chirac n'était pas encore tout à fait prêt. Le deuxième tour est sans appel. François Mitterrand est réélu président de la République avec une large avance sur Jacques Chirac. Bernadette Chirac confie « Les Français n'aiment pas mon mari ». À Matignon, Michel Rocard, l'homme de l'ouverture, succède à son vieux copain de Sciences Po, qui lui glisse un conseil amical. Méfie-toi de Mitterrand, c'est quand il te sourit qu'il a le poignard le plus solide dans la main. Qui est intéressant. Et probablement pas inexact, d'ailleurs. Au lendemain de l'élection présidentielle de 1988, Jacques Chirac traverse une période d'abattement, une vraie déprime qui le laisse prostré pendant des heures. L'homme est en lambeaux. Pour la première fois de sa vie, il ne croit plus à son avenir. Il confie « Je ne suis pas assez calculateur, ni assez hypocrite pour devenir un homme politique de haut niveau. » Touché dans sa vie privée par la maladie de sa fille aînée, Laurence, il est prêt à tout laisser tomber. C'était très sérieux. Il m'a dit d'ailleurs un jour, tu sais, tout ça est foutu. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ce peuple, il n'y a rien à en tirer. Le Pen fera 30% un jour. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. J'ai dit, mais comment est-ce que tu peux tenir ce genre de propos? J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es, de ce que tu représentes? Il y a des millions de gens qui t'ont fait confiance. Nous, on t'a hissé sur le pavois, c'est pour que tu dises aujourd'hui, je vais m'en aller à la pêche. Enfin, c'est complètement dingue. De son point de vue, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et je dirais qu'à la limite, il y avait de l'incompréhension. Il a eu 2 années extrêmement difficiles, et qui étaient sur le thème très simple. Ça fait 2 fois, est-ce que je suis ou non voué à être battu à l'élection présidentielle? Pour moi, je l'avais idéalisé, Chirac. Je considérais que c'était quelqu'un de solide, de dur, etc. Et là, tout d'un coup, je trouve quelqu'un qui réagit pas. Alors, je crois que j'ai été à ce moment-là, oui, assez déçu. Après un long moment de flottement et d'abattement, où le maire de Paris s'interroge sur lui-même, son destin, son rapport aux Français, sa manière de faire de la politique, la machine Chirac se remet en route. Je me porte tout à fait bien. D'ailleurs, je n'ai pas le sentiment d'être miné par quelque faiblesse que ce soit, ni physique, ni psychologique. Et au succès du Beaujolais nouveau. Je dois repartir, je n'ai pas le choix, confie-t-il à ses proches. Ah oui, délicieux. Bonne année. Ah oui, c'est une très très bonne année. Il remonte sur son cheval, objectif, la prochaine présidentielle. Et d'abord, reprendre en main le RPR qui rue dans les brancards. En effet, le 9 janvier 1990, une bombe politique éclate. Charles Pasqua, l'aile droite et sécuritaire du RPR, et Philippe Séguin, l'aile gauche, sociale et républicaine, appellent dans une déclaration commune à former un nouveau rassemblement, car le RPR apparaît incapable de tracer une ambition collective pour les Français. L'alliance des 2 meilleurs orateurs du RPR est une mise en cause directe du président du RPR, sans précédent dans le mouvement gaulliste. Jacques Chirac, surpris, blessé et troublé de l'attaque du couple Pasqua-Séguin, se bat avec le soutien d'Alain Juppé pour conserver le pouvoir dans son mouvement, indispensable clé pour l'élection présidentielle de 1995. Le 11 février 1990, les gaullistes ont convoqué le banc et l'arrière-banc dans des assises nationales qui doivent trancher entre Chirac et le tandem Pasqua-Séguin. Jacques Chirac avait annoncé que s'il n'avait pas les 2 tiers des suffrages des militants, il démissionnait.
Il atteint son objectif de justesse. Soutenu par Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et Édouard Balladur, il garde les rênes du mouvement. L'épreuve a réveillé Chirac, mais la bataille a été rude et laisse des traces, surtout dans sa relation avec Charles Pasqua. Entre eux, ce ne sera plus jamais comme avant. Il a dit dans une émission de télévision, il a dit, parlant de moi, j'avais un ami. Je n'en veux à personne. C'est un ami, Charles Pasqua. Charles Pasqua était un ami, c'est vrai. Jusqu'à ce soir. Oui, et il dépend de lui de le rester ou non. Moi, quand il a dit j'avais un ami, j'ai dit, ah, tu avais un ami, tu l'as plus. Mais bon, c'est comme alors maintenant, on va s'expliquer. Bon. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, je n'ai plus parlé de Jacques Chirac, je disais Chirac. Voilà. Maître du RPR, Jacques Chirac doit affronter quelques mois plus tard une seconde épreuve avec les mêmes protagonistes. En effet, François Mitterrand décide de faire ratifier par référendum le traité de Maastricht qui institue la monnaie unique. Jacques Chirac, qui jusque-là était un Européen timoré, prend position pour le oui. À ses yeux, la route de l'Élysée passe par l'Europe. Pour l'homme de l'appel de Cochin, c'est un véritable tournant. Mais l'immense majorité du RPR, emmenée par Seguin et Pasqua, est hostile au traité de Maastricht. Ce texte constitue un progrès dans la voie nécessaire de l'union politique et de l'union monétaire. Il va, contrairement à son parti, soutenir la ratification du traité. Il le fait parce qu'il sent bien que s'il veut poursuivre dans les meilleures conditions sa carrière politique, il faut bien qu'il prenne cette position-là. J'ai décidé de voter oui en toute lucidité, sans enthousiasme, mais sans état d'âme, parce qu'il s'agit de la France et de sa place dans l'Europe. L'ambiguïté ne peut pas être de mise. Qu'il y ait une dimension tactique dans la position qu'il prend, c'est quasiment évident. Alors il vote oui et moi je vote non. Ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure, la diversité est là. Je crois que Balladur notamment et d'autres ont convaincu Jacques Chirac que pour être président de la République, il fallait être centriste et européen. Voilà. D'ailleurs, il me l'a dit à moi. Alors, c'est pas un secret. Je dois dire que s'il n'avait pas pris cette position, il y a de fortes chances pour que le résultat du référendum s'en fût trouvé et inversé. Le traité de Maastricht est ratifié de justesse en septembre 1992. Chirac a fait le pari d'affronter son propre parti et son courage politique a été déterminant. Il y gagne ses galons d'homme responsable, d'Européen de raison et un statut présidentiable. Au pouvoir depuis 12 ans, la gauche est à bout de souffle. La marée noire du chômage, que rien ne semble endiguer, le creusement des inégalités, les affaires, donnent un parfum de fin de règne au deuxième septennat de François Mitterrand. Les élections législatives de mars 1993 sanctionnent un pouvoir socialiste à l'agonie. L'opposition de droite, emmenée par Chirac, remporte un succès écrasant. Artisan de la victoire, Chirac fait le choix de ne pas retourner à Matignon, où il souhaite propulser son ami Édouard Balladur, prêt à faire don de sa personne à la France. Entre les deux hommes, les relations semblent idylliques. Il était évident que Jacques Chirac était candidat à la présidence de la République, il estimait qu'il valait mieux pour lui qu'il ne soit pas à Matignon, et c'était un acte de confiance de sa part de demander à Édouard Balladur de se laisser nommer par Mitterrand et de ne pas attendre d'être nommé par Chirac 2 ans après. Et la répartition des rôles entre Balladur et Chirac, elle est très claire. Balladur ira à Matignon, Jacques Chirac ne veut pas y aller, parce que ces deux expériences précédentes l'ont convaincu, à tort ou à raison, c'est les événements, qu'on ne peut pas passer de Matignon à l'Élysée. Et j'ai dit à Chirac, si tu ne vas pas à Matignon, si Balladur y va, il sera candidat aux élections présidentielles. Et je lui dis très précisément ceci: la première fois que tu l'appelleras et t'écouteras gentiment, la deuxième fois, il te dira qu'il est obligé d'écourter la conversation parce qu'il a quelque chose à faire, et la troisième fois, il ne te prendra pas au téléphone. Balladur devient Premier ministre et forme son gouvernement sans en référer à Chirac. « J'ai agi seul, car on ne gouverne pas en duo », confie le nouveau Premier ministre qui prend ses marques et ses distances. De quoi aurais-je eu l'air, susurre-t-il, si je lui avais soumis la liste pour approbation.
Tenu à l'écart, Chirac accuse le coup. Je suis persuadé que ça n'a pas dû être simple pour Jacques Chirac. Il avait joué un rôle important dans la victoire des législatives de 93. Il ne se retrouve pas au gouvernement. Beaucoup de ceux qui sont ses collaborateurs sont au gouvernement. Il y a certainement eu un moment difficile, c'est incontestable. Avec habileté, Balladur puise largement dans le vivier des proches collaborateurs de Jacques Chirac. Pasqua, Sarkozy, Juppé, Roussin, Toubon entrent au gouvernement. Entre Chirac et Balladur, la tension monte. Et dès le premier jour, on doit organiser en catastrophe un dîner entre les deux hommes pour montrer que tout allait bien. Le cours de déjeuner fascinant. On ne parle pas de politique. On parle de quoi? On a parlé du bœuf de Kobe. Vous savez, c'est ce bœuf qui est massé à la bière. Ça a pris une bonne partie du déjeuner. Et là, on sent entre les deux hommes une tension. J'ai même le sentiment qu'ils ne se regardent plus dans les yeux. C'est lourd, c'est pesant. Entre les deux amis de 30 ans, le fossé se creuse. Pour la galerie, on sauve les apparences, comme à La Rochelle, en septembre 1993, où les deux hommes font les 100 pas devant les caméras. Ceux qui s'inquiètent à l'idée que la discorde pourrait s'introduire entre Édouard Balladur et moi peuvent être tout à fait rassurés. C'est étrange, observe le maire de Paris. Je ne trouve plus le regard d'Édouard. Même quand il me serre la main, il s'arrange pour ne pas me regarder. En décembre 1993, Balladur confie au maire de Paris: « Je ne serai jamais votre Premier ministre, Jacques. » Balladur a désormais des ambitions plus élevées. Tout le microcosme bruisse de la rivalité feutrée entre les deux hommes, dont François Mitterrand joue habilement. Lors des cérémonies du 50e anniversaire de la libération de Paris, en août 1994, il prend un malin plaisir à ignorer Édouard Balladur et à marquer une grande prévenance à l'égard du maire de Paris, auquel le président confie: « Vous devriez déclarer votre candidature le plus vite possible. » À l'automne 1994, les sondages d'opinion placent Édouard Balladur favori de l'élection présidentielle. Il devient chaque jour plus évident que le Premier ministre s'apprête à franchir la Seine. Seul Jacques Chirac ne veut pas y croire. Très souvent, Jacques Chirac ne peut pas croire que quelqu'un d'autre lui fasse ce qu'il ne cesse de faire à tout le monde depuis qu'il est né. Il est un peu naïf de ce point de vue-là. Il ne veut pas le croire. C'est Édouard, jamais il va faire une chose pareille. Il a fallu attendre très tard pour qu'il le croie. Très très tard. Autour de Jacques Chirac, un noyau de fidèles l'entoure. Au premier rang, sa fille Claude. Depuis 1989, elle travaille avec son père. Elle a un bureau à l'hôtel de ville et organise des déplacements en province. Peu à peu, elle prend en charge la communication du chef du RPR, dont elle veille à changer l'image. Les lentilles remplacent les lunettes à grosse monture, les costumes amples aux épaules larges des acteurs américains se substituent aux vestes étriquées et aux pantalons trop étroits. Chaque mois, ou presque, la fille emmène le père à New York consulter un gourou de la communication qui a conseillé George Bush père. Chirac répète, apprend une gestuelle. C'est aux États-Unis que Claude Chirac repère un discret prompteur placé de part et d'autre du micro. Chirac l'adopte. En quelques années, Claude prend une place unique auprès de son père et le premier cercle doit s'accommoder de cette relation unique et exclusive. L'élection présidentielle de 1995 approche. Députés et ministres de la majorité prennent position. Un des premiers à opter pour Balladur est Nicolas Sarkozy. En octobre 1993, j'ai une explication avec Jacques Chirac et je lui dis moi, je ne peux pas continuer à travailler dans votre équipe présidentielle parce que je suis le porte-parole d'Édouard Balladur, je suis son ministre du budget. Mon destin politique est lié à celui d'Édouard Balladur et donc, s'il devait y avoir un choix à faire, je ferai le choix d'Édouard Balladur. Chirac considérait le jeune Nicolas comme un membre de sa famille. Plus tard, il dira qu'il ne lui pardonne pas d'avoir violé son intimité. Chirac n'a jamais été mon père. D'ailleurs, je l'ai toujours vouvoyé. Je n'ai jamais été son collaborateur. Je l'ai soutenu politiquement. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais enfin, nous avons des rapports normaux. Hein.
Et il vous sera agréé d'avoir été franc avec lui, finalement. Je ne le pense pas. Charles Pasqua, fidèle entre les fidèles, qui a contribué 20 ans plus tôt à faire Chirac, l'homme de tous les coups, file lui aussi chez Balladur. Et vous avez parlé avec Jacques Chirac pour lui dire que vous ne le souteniez pas ou... Je lui ai écrit. Je sais que ça lui a fait beaucoup de peine. Je me souviens aussi de la façon dont Claude Chirac, qui s'était retrouvé par hasard également dans mon bureau ce jour-là, a appris que Charles Pasqua soutiendrait Édouard Balladur, a été au bord des larmes. Je lui ai dit, il ne faut pas pleurer, c'était évident depuis longtemps que ça se passerait comme ça. Il est évident qu'à l'heure actuelle, le mieux à même de rassembler très largement, c'est Édouard Balladur. Je ne crois plus à Jacques Chirac. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Et ça va, monsieur Chirac? Franchement, doucement. Un peu fatigué. Non, c'est toujours mes problèmes de dos. Ça pique un peu. Sinon, ça roule. Quand vous avez un cheval, quand vous avez la conviction absolue qu'il va gagner l'Arc de Triomphe, même si vous préférez l'allure, le jockey, l'écurie, l'origine d'un autre cheval, vous allez quand même sur le cheval qui va gagner. En tout cas, c'est là-dessus que vous mettez vos sous. Même Alain Juppé, que Chirac a appelé le meilleur d'entre nous, balance longtemps entre le cœur et la raison. Je crois qu'Alain a toujours été fidèle à Chirac, mais en son fort intérieur, peut-être comme Pasqua, il avait déjà le sentiment que Chirac n'y arriverait pas. Juppé a hésité un bon moment, n'est-ce pas? Puisqu'il avait même dit à Balladur, que dans quelques jours, j'irai voir Jacques Chirac et je lui demanderai de se retirer. Ça, je l'ai entendu de mes oreilles. 4 ou 5 jours avant qu'il décide de soutenir Jacques Chirac. C'est ce qu'on appelle la conviction. Le 4 novembre 1994, jour de la Saint-Charles, à la veille d'un voyage à Lille, ville natale du général de Gaulle, Chirac déclare sa candidature dans un entretien à la Voix du Nord. Comme Balladur occupe le centre droit, Chirac décide de braconner sur la gauche. Il confie à ses collaborateurs « Ne craignez rien, vous serez surpris par ma démagogie ». Contre le statu quo, incarné à ses yeux par le Premier ministre, Chirac semble avoir trouvé la formule miracle. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale, comme si celle-ci n'existait pas déjà. J'ai été l'un des premiers à dénoncer cette fracture sociale. La fracture sociale. Fracture sociale. Fracture sociale, fracture sociale. La fracture sociale. Réduction de la fracture sociale est donc indiscutable. J'ai été étonné et puis je me suis rendu compte que ça lui permettait de mobiliser autour de lui des gens un peu en vue et appartenant un peu à la gauche et qu'au fond, j'ai retrouvé là l'habileté de Chirac. Philippe Séguin est le principal inspirateur de ce positionnement stratégique. Balladur occupant le champ du centre et de la droite, Jospin ou un autre s'apprêtant à prendre une grande partie du champ de la gauche, ça n'était qu'au centre-gauche qu'il pouvait, en jouant des coudes, se faire une petite place. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait le grand bourgeois Balladur, avec des gants pour saluer les gens, et lui, l'homme du peuple, ça lui plaisait, ça. Et donc la fracture sociale, et donc les petits qu'il faut soutenir, ce sont des thèmes qu'il a dans les tripes. Et donc je crois qu'il était sincère. Comme je connais quand même assez bien la droite française, la classe politique française, nos institutions, le poids relatif des forces qui nous gouvernent, j'ai compris tout de suite que sa fracture sociale était du décorum de campagne électorale et qu'il n'y aurait pas grand-chose derrière. Il n'est jamais aussi bon que quand il s'oppose à une certaine attitude de la droite, celle qu'incarnait à ses yeux Balladur. Malgré l'activisme de Jacques Chirac, qui multiplie les débats et les déplacements en province, sa campagne ne décolle pas. Les observateurs attendent le moment où il se retirera de la compétition. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question, c'est vrai que certains s'interrogent ou... Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour? Se demandent de temps en temps une détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Bien, M. Chirac, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République.
Le 28 janvier 1995, Édouard Balladur, de son bureau de Matignon, déclare officiellement sa candidature. Les choses ne sont pas exactement ce que nous avions imaginé, Édouard Balladur et moi, il y a 2 ans. Il y a des choses qui évoluent, il y a des hommes qui changent. En cet instant, je mesure avec émotion la gravité de ma décision. À la limite, on ne peut pas lui en vouloir. C'est pas... Il y a 30 ou 40 ans, je sais pas, on disait à notre aumônier, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez dans le lit de Brigitte Bardot? Il disait, le problème, c'est de ne pas y être. Bon, c'est la même chose. Une fois que vous y êtes, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Dans l'esprit général, la campagne du Premier ministre n'est qu'une formalité. La seule question semble être de savoir qui, au 2e tour, de Jacques Chirac ou de Lionel Jospin, aura le droit d'affronter Sa Majesté des sondages. Si encore, il y a un 2e tour. Si la majorité se rassemblait dès le 1er tour derrière un seul et même candidat, et si ce seul et même candidat était celui qui rassemblerait le plus Édouard Balladur, cela veut dire que nous pourrions dire à nos compatriotes qui croient en nos idées qu'à la prochaine élection présidentielle, notre candidat peut être élu dès le 1er tour. Je pense que avec Édouard Balladur, on a commis une erreur, celle de considérer que parce qu'Édouard Balladur était en tête dans les sondages, il n'avait plus rien à dire, plus rien à proposer. Il a été trop prudent. On lui a trop fait croire que la partie était jouée et que par conséquent, il n'y avait plus besoin de faire tellement d'efforts. Vous y allez quand même. J'ai fait aussi l'opération de démolition. Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé. Vous expliquez aux gens, en souriant, mais qu'est-ce que vous allez faire une réunion publique? C'est fini, de toute façon, il est élu, il n'y a pas de problème. C'est malvenu de vous réunir. Bon, ça commence à remuer les gens en disant, mais après tout, est-ce qu'on n'est pas en train d'avaler quelque chose qui n'est pas si évident que ça, etc. Il est élu, il n'y a pas à le choisir, il y a à le célébrer. Avec Seguin le social sur sa gauche et Madelin le libéral sur sa droite, Chirac ratisse large. Après des semaines de surplace, en février, la campagne commence à prendre. Chirac a la rage d'en découdre avec celui qu'il considère comme un parjure. Comme d'habitude, il s'est mis à sprinter au dernier moment. C'est une machine qui a du mal à se mettre en route, mais quand elle est en route, elle est vraiment en route. C'est un animal de combat, de campagne. Jacques Chirac est un animal politique qui a des capacités exceptionnelles, qu'il a un grand charisme, et que d'autre part, il est ressenti comme étant proche du peuple. Et il l'est d'ailleurs, indiscutablement. Et que ses qualités, dans une campagne présidentielle, ça pèse lourd. Édouard Balladur a d'autres qualités que celles-là, mais il n'a pas de charisme, il n'a pas le charisme nécessaire pour entraîner les foules, etc. Henri, est-ce que tu me rendrais un grand service? C'est d'aller dans mon placard, si tu arrives à l'ouvrir, et de m'apporter des cravates. Oui. Parce qu'il paraît que ça ne va pas. Il y a Balladur lui-même qui s'est tiré des balles dans le pied chaque matin. C'est bizarre. Je dirais qu'en l'espace de 15 jours, Édouard Balladur s'est grotesquisé. Il est apparu tel qu'il était. C'est mieux? Bon, pas tellement. Alors voilà une veste bleue, mais ça fait pas du tout mon style. Ça n'ira pas. Ça, c'est un peu... Moi, j'aime pas. Je sais très bien, mais pas pour paraître, pour parler aux Français à la télévision. Bon, et ben voilà, allez. Contre toute attente, le 20 février, les courbes des intentions de vote s'inversent. Chirac passe devant Balladur et accélère encore le rythme de sa campagne. Il enfile les habits de l'abbé Pierre pour tenir à la jeunesse un discours de justice, de fraternité. Vous m'aiderez, je le sais, à faire triompher l'égalité des chances, à assurer la juste récompense du travail et du mérite, à renforcer la justice, la solidarité, la tolérance. Au soir du premier tour, à la surprise générale, c'est Lionel Jospin, candidat du Parti socialiste, qui arrive en tête avec 23% des voix. Jacques Chirac, avec 20%, devance de 700 000 voix Édouard Balladur, qui, comme Barre en 1988, se désiste aussitôt, sans barguigner et sans rien négocier.
Au deuxième tour, je voterai pour Jacques Chirac et je demande à tous ceux qui m'ont soutenu de le faire aussi. De toute manière, à partir du moment où on ne gagne pas, c'est que la campagne n'est pas bonne. Je pense profondément que la France ne s'est jamais donnée qu'à celui qui la désire le plus. Et sans doute que Jacques Chirac la désire, et que Édouard Balladur la désirait moins que Jacques Chirac. Ça vous ennuie de prendre de la place? Un soda, là. Le 7 mai, Jacques Chirac va voter en famille en Corrèze. Bonjour. Bonjour. Des Salut Lillois. Annie. Des Lillois. Bonjour. Des Lillois. Bonjour Annie. Ça va? Bonjour, ça va. Bon, on va aller voter. Vous votez le premier? Non, non, allez-y. En fin d'après-midi, dans son bureau de l'hôtel de ville, entouré par son premier cercle de campagne, Chirac attend les résultats du duel qui l'oppose à Lionel Jospin. J'ai le souvenir de... Je ne sais pas qui a eu le coup de téléphone ou les coups de téléphone dans lesquels on a eu en gros confirmation. Vers 18h, on a la sortie des urnes, on sait que c'est plutôt bon. Je me suis levé, j'ai entouré Chirac, enfin les épaules de Chirac avec mon bras, et je lui ai dit vous l'avez fait, bravo. Dans la soirée, le président élu arrive à son quartier général de l'avenue d'Iéna. Le 17 mai, l'Élysée change de locataire. Quelques instants après avoir accompagné François Mitterrand, Jacques Chirac fait son entrée dans la salle des fêtes de l'Élysée, où l'attendent quelques centaines d'invités. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Présidents, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs... Au premier rang, un pas vide, Édouard Balladur doit écouter le discours de son ami de 30 ans. 15 jours plus tôt, juste après le premier tour, Jacques Chirac a passé un coup de fil à Balladur pour le remercier de son soutien pour le deuxième tour. Balladur est furieux. « Votre campagne a été ignoble. Je ne vous demande qu'une chose, ne pas poursuivre mes amis. Je vous donne ma parole, Édouard. Vous me connaissez. C'est parce que je vous connais que je ne vous crois pas. » Le Premier ministre est la dernière victime de ce tueur né qu'est Jacques Chirac. Pour parvenir au sommet du pouvoir, il a éliminé depuis 2 décennies tous ses concurrents. Chirac, comme tous les grands fauves de la politique, est un tueur.
Chirac, c'est quand même quelqu'un qui est capable de tuer son plus proche. C'est un vrai animal politique. Chirac a quand même tué beaucoup de monde. Jacques Chaban-Delmas, Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, Balladur, tous ces gens-là, il les a éliminés. Un tueur, le mot est trop dur, mais c'est inéluctable en politique de se retrouver face avec des concurrents et il faut bien qu'il y en ait un qui gagne. Il a souvent gagné. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Jacques Chirac nomme Juppé à Matignon et lui donne la consigne. On ne casera aucun des traîtres. Juppé, qui est collaborateur du chef de l'État depuis 20 ans et lui doit tout, forme un gouvernement de premier tour avec des troisièmes couteaux inexpérimentés. Quelques piliers de la Chiraquie sont là. Le fidèle Toubon est à la justice, un poste de confiance. Le très fidèle Debré est à l'intérieur. Lorsque se constitue le gouvernement, il n'est pas encore temps de pardonner. Il faut croire que les plaies étaient trop vives et le gouvernement qui a été constitué était un gouvernement plus de remerciement qu'un gouvernement de rassemblement. Ce qui a été une erreur monumentale et qui a pesé sur tout le début du septennat et qui a conduit en définitive à l'échec de 1997. Le nouveau président a été élu en tenant un discours social, en semant des bonnes paroles à tout vent. Tout le monde l'attend aux actes. Il revient à Alain Juppé, à peine nommé, de tenir les promesses de campagne. Personne n'imagine qu'il pourra maîtriser les dépenses, réduire les déficits, remplir les critères de Maastricht, lâcher du lait sur les salaires. Il doit accomplir le grand écart. Pressé de toutes parts, le Premier ministre reconnaît bientôt que les caisses sont vides et dénonce un bilan calamiteux, ce qui n'est pas très charitable pour son prédécesseur, Édouard Balladur. En arrivant à Bercy en 1995, ils ont fait des découvertes sur l'état, la profondeur du déficit. Ça, j'en suis absolument... je l'ai vécu, moi, au sein du gouvernement. Je pense qu'il y a eu un décalage entre les promesses de la campagne et ce que pouvait faire Alain Juppé. Je ne pense pas d'ailleurs qu'Alain Juppé soit responsable de ça. Il a plutôt été victime de ce contexte politique bien particulier. Alors que Chirac avait répété que trop d'impôts tue l'impôt, Juppé augmente la pression fiscale pour financer son plan anti-chômage. En 6 mois, les Français devront payer 30 milliards de francs d'impôts supplémentaires. La TVA augmente de 2 points, l'impôt sur les sociétés passe de 33 à 37%, l'impôt sur la fortune est majoré de 10%. Chirac avait promis de réduire la fracture sociale. Il est bientôt contraint de se soumettre à la réalité. La priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. Cette déclaration du 26 octobre 1995 apparaît comme un changement de cap et un reniement des promesses de l'élection. Il a une capacité de changer de position et de politique qui font de lui un opportuniste majeur. J'allais dire, mais je le dis, un chevalier de l'opportunisme. Il est capable d'un vrai courage, tant physique qu'intellectuel. Ce qui manque, c'est la colonne vertébrale intellectuelle. Une fois encore, Jacques Chirac semble fidèle à son personnage qui l'a fait surnommer Jacques Chirouette. Le doute revient sur ses capacités à tenir une ligne cohérente, à ne pas fluctuer au gré des coups de vent. Quel est le vrai Chirac? Celui qui a fondé la NPE, parlé de travaillisme à la française, dénoncé la fracture sociale, créé le SAMU social à Paris? Ou le conservateur pompidolien des années 70, le libéral thatchérien des années 80 qui supprima l'impôt sur les grandes fortunes? À chaque époque, son Chirac, qui varie avec le fond de l'air. En tout cas, Alain Juppé doit assumer le virage de l'automne 1995. Le 15 novembre 1995, le Premier ministre présente un ambitieux plan de réforme de la protection sociale. Les mesures annoncées sur les retraites et les régimes spéciaux
mettent le feu aux poudres. Dans le secteur public, la réforme des retraites fait l'effet d'un chiffon rouge. En quelques jours, la grève paralyse les grandes villes et d'énormes cortèges contraignent Juppé à négocier. Le gouvernement recule, son crédit est entamé et il ne s'en remettra pas. La cote de popularité du Premier ministre est passée en 4 mois de 69 à 29%, une chute vertigineuse. S'il continue à baisser dans les sondages, il va finir par trouver du pétrole, s'amuse-t-on dans la majorité présidentielle où tout le monde veut la peau d'Alain Juppé, le bouc émissaire idéal. À l'échec politique s'ajoute le discrédit. Le Canard enchaîné révèle le 28 juin 1995 qu'Alain Juppé et son fils sont locataires d'appartements du domaine privé de la ville à un tarif qui n'est pas celui du marché. Après une polémique qui plombe le Premier ministre, Juppé doit déménager. Ainsi, les débuts du septennat se soldent par un fiasco. Une opinion hostile, une majorité divisée, un Premier ministre dévalué. À l'été 1996, la police évacue avec brutalité des sans-papiers qui s'étaient réfugiés dans l'église Saint-Bernard. La violence de ces images contribue un peu plus à altérer la position du gouvernement. En moins de 2 ans, le Premier ministre se retrouve à bout de souffle. Le président doit prendre une initiative, dissoudre l'Assemblée ou dissoudre le Premier ministre. Chirac, affectif, ne se résout pas à se séparer de son fils préféré, mais il ne veut pas non plus dissoudre. Il l'a encore réaffirmé le 14 juillet 1996. La dissolution n'a jamais été faite dans notre Constitution pour la convenance du président de la République. Elle a été faite pour trancher une crise politique. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y avait pas au lendemain de mon élection, une crise politique. Donc la dissolution aurait été, permettez-moi le terme, une sorte de combine, en tous les cas tout à fait contraire à l'esprit de nos institutions. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le 21 avril 1997, Jacques Chirac annonce la dissolution de l'Assemblée. Les arguments avancés semblent incompréhensibles à l'opinion. Vous n'avez aucune raison à apporter. Alors du coup, les gens se sont méfiés. Ils ont dit, qu'est-ce que ça cache? Et comme ils n'ont pas trouvé, ils ont été un grand nombre à préférer voter de l'autre côté. C'est une des plus belles cagades que la science politique puisse offrir à ses étudiants comme sujet de réflexion dans les 100 prochaines années. La dissolution de convenance tourne à la Bérésina. Dominique de Villepin, secrétaire général de l'Élysée, que Bernadette Chirac surnomme Néron, est suspecté d'être un des initiateurs de la dissolution. Beaucoup, autour du président, demandent sa tête, mais Chirac a besoin de lui. Au lendemain de l'arrivée de Jacques Chirac à l'Élysée, le président avait toutes les cartes en main. La droite contrôlait l'Élysée, Matignon, l'Assemblée, le Sénat, la majorité des régions et des départements. 2 ans après, le grand changement annoncé n'a pas vu le jour et la gauche retrouve le pouvoir, pour 5 ans cette fois, jusqu'à la fin du septennat. C'est une claque, mais c'est formateur, philosophe Chirac. C'est difficile de gouverner les Français? Honnêtement, oui. Je sais d'expérience que la conduite des affaires d'un État est chose difficile. Peut-être avais-je un peu sous-estimé la difficulté, peut-être. La coalition de gauche l'emporte et le 2 juin, Lionel Jospin est nommé à Matignon. Simplement, le président de la République m'a proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté. Il forme un gouvernement ramassé où les femmes ont des portefeuilles importants. Martine Aubry au travail, Ségolène Royal à l'enseignement secondaire, Elisabeth Guigou à la justice. L'affiche est belle. Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur, Dominique Strauss-Kahn à l'économie, Hubert Védrine au Quai d'Orsay, Pierre Moscovici aux affaires européennes. Cette équipe de qualité est appréciée par Chirac. De part et d'autre, on fait le choix du respect mutuel. Cette cohabitation sera douce, au début en tout cas.
La volonté de Lionel Jospin était pas du tout de créer des difficultés ni des problèmes. Il voulait exercer la plénitude de ses fonctions, gouvernement, article 20, etc. Il estimait que le gouvernement avait à jouer pleinement son rôle, y compris en matière de politique étrangère et de défense, mais qu'en même temps, le président de la République devait être respecté dans ses prérogatives et dans sa personne, et qu'il ne devait y avoir aucun incident artificiel sur rien. On n'a pas eu du tout le sentiment que Jospin et Chirac avaient envie de se battre. Les deux hommes se connaissent mal, même s'ils se sont affrontés au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1995. Ce Jospin, je ne le sens pas, confie le président, mais il met les formes. Je ne vais pas l'agresser d'emblée, on en a pour 5 ans. De toute façon, il se plantera, c'est la loi de Matignon, et j'en sais quelque chose. J'ai le sentiment qu'il le considérait comme extrêmement doué, enfin, je veux dire politiquement très expert, un homme politique d'expérience, et par là même dangereux en quelque sorte, nécessitant une très grande vigilance. Les débuts de la cohabitation sont idylliques, chacun y met du sien. Le 14 juillet, à la garden party de l'Élysée, Bernadette Chirac sur le grand jeu pour le couple Jospin. Le président ne se force pas trop pour être sympathique avec les ministres qu'il a amenés à côtoyer. Jacques Chirac s'est montré extrêmement sympathique avec moi, avec tel ou tel ministre qui était amené à l'accompagner dans tel ou tel voyage. Je crois que c'est sa nature, il est chaleureux, il est perçu comme sympathique. C'était sa façon d'être. Chirac a joué de cette forme comme ça un peu superficielle de la sympathie qui est la sienne. C'est pas quelqu'un dont la prestance suscite la distance. On peut parler avec lui, on peut avoir des conversations directes, on peut le couper. Il n'a pas, si vous voulez, cette espèce de superbe. Et donc, il a joué de ça par des petits gestes, par une sorte de familiarité. Et il a cherché, non pas à nous séduire, je dirais, mais peut-être à nous neutraliser. J'ai très souvent ri avec Jacques Chirac. Voyager avec lui, c'est plutôt plaisant. Il est attentif un peu à tout le monde. Il a des petits gestes. Il pense qu'à bouffer et à boire de la bière. Hein. Parmi tous ces souvenirs, j'en garde un. Je vais en visite en Russie, c'était en 97. Et la visite se prolonge, c'est très agréable. On se trouve à Saint-Pétersbourg. Et Madame Chirac me propose de visiter le musée de l'Ermitage avec les conseillers diplomatiques, Mademoiselle Chirac, Madame Chirac, Monsieur Chirac. Et franchement, ça m'emmerde. J'ai pas du tout envie de me retrouver en Chiracie le dimanche matin, la visite terminée, au musée de l'Ermitage. Et je ne trouve rien d'autre en balbutiant que de dire à Madame Chirac que j'ai plus rien, mais que j'ai plus rien à me mettre. Puis 5 minutes après, je vois Chirac arriver vers moi et il me dit vous savez, si vous voulez, je peux vous prêter une chemise. Vous ne voulez pas se compliquer la vie ou alourdir le climat des journées en imposant une espèce de raideur protocolaire, une distance politique. Alors on était ensemble dans l'avion en train de déjeuner ou de dîner, donc c'était un climat différent. Mais j'ai jamais vu une manœuvre ou une tactique. Même Lionel Jospin, au début, n'est pas insensible à la bonne humeur chiracienne, mais cette familiarité finit par énerver le Premier ministre. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un certain nombre de ministres qui se sont mis à dire partout, il est vraiment terriblement sympathique. Alors, bon, on est quand même dans la politique, on est aussi dans le rapport de force. Donc, en effet, Jospin les a trouvés naïfs. Il n'était pas agacé, Lionel Jospin, par ce genre de déclaration. Il les détestait. Elle le rendait fou. Parce que pour lui, il était dans la politique, comme toujours, et dans le combat avec Jacques Chirac. Je crois, rétrospectivement, qu'il avait raison, oui. La droite est sonnée par la dissolution. Le parti du président est passé contre son gré, sous le contrôle de Philippe Séguin. Autour de Chirac, dans son camp, c'est un champ de ruines. Il n'a aucun moyen de contrecarrer la politique du gouvernement de gauche, qui de plus est populaire. Martine Aubry fait voter les emplois jeunes et la loi sur les 35 heures, qui sont des promesses de campagne. Sur le plan intérieur, Lionel Jospin mène la politique qu'il souhaite, conduit les réformes que sa majorité propose, sans rencontrer d'obstruction de la part de l'Élysée. Chirac fait le dos rond, mise sur le temps et l'inévitable usure du pouvoir.
ainsi va la cohabitation dans la première année, courtoise et lisse en apparence, hérissée de quelques piques. Les Français plébiscitent l'attelage Chirac-Jospin. La victoire de la France au Mondial 98 permet au couple exécutif de surfer sur un pays rassemblé. Jacques Chirac, qui ne connaît rien au football, ne laisse pas passer l'occasion de se saisir du ballon. Je voudrais saluer, au nom du gouvernement, en mon nom et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes. Et je leur fais un cadeau. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Cette belle unanimité autour du ballon rond va se fissurer devant le déferlement des affaires qui marque le septennat. Chirac, président de la République, est rattrapé par son passé de maire de Paris et de chef du RPR. En 1994, un jeune juge d'instruction, Éric Alphen, du parquet de Créteil, est saisi par les services fiscaux de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, d'une enquête sur une société de travaux publics du Val-de-Marne qui laisse apparaître une comptabilité suspecte. Au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un vaste réseau de fausses factures impliquant de nombreuses sociétés, impliquant de nombreux chefs d'entreprise, utilisant des circuits financiers à l'étranger, tout cela évoquant un trafic d'influence à un très haut niveau. Au centre de la toile, l'enquête mène à un personnage truculent, Jean-Claude Méry. Élu en 1986 au comité central du RPR, Jean-Claude Méry, surnommé Méry de Paris, est un des pivots du financement occulte du RPR. Le juge Alphen met Jean-Claude Méry en examen et il est emprisonné 5 mois en septembre 1994. Il reste muet devant le juge qui poursuit ses investigations et auditionne des dizaines de chefs d'entreprise du bâtiment. Le juge Alphen, poursuivant son enquête, perquisitionne le 3 juillet 1995 au siège du RPR où il est attendu. Quand je suis arrivé au siège du RPR, j'avais à peine donné mon nom qu'on m'a dit tout de suite 4e étage. Je suis arrivé, dans les armoires, il y avait toujours les berceaux orange contenant antérieurement les dossiers, mais par contre ce jour-là, il n'y avait plus les dossiers. L'agenda des secrétaires, notamment celle de Mme Cassetta, contenait juste les pages relatives à la semaine en cours, mais toutes les pages antérieures avaient été détruites ou déchirées. Donc il est évident que le ménage avait été fait. Dans ces conditions, on ne peut pas trouver grand-chose. Le juge Alphen met en examen Louise-Yvonne Cassetta, chef du personnel. Son nom est apparu dans les agendas du promoteur Jean-Claude Méry. Louise-Yvonne Cassetta est aussi une amie de Michel Roussin, ancien chef de cabinet de Jacques Chirac à Matignon, puis directeur de cabinet à l'Hôtel de Ville. Roussin a été également mis en examen dans l'affaire des HLM et a dû démissionner du gouvernement Balladur en décembre 1994. L'enquête du juge se rapproche dangereusement de la galaxie de Jacques Chirac. À partir de 1995, j'ai eu, si je peux me permettre cette appropriation, j'ai eu comme ministre de la Justice un des anciens, c'est-à-dire Jacques Toubon, un des anciens responsables du RPR. J'ai eu comme ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire Jean-Louis Debré, un des anciens responsables du RPR. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'il laisse prospérer de façon normale une enquête qui vise le RPR? C'est dès le départ, dès l'énoncé de la situation de fait, on comprend que ce n'est pas une affaire qui peut avancer comme les autres. À l'Élysée, on suit avec la plus grande attention le progrès de l'enquête sur les HLM de Paris. Le secrétaire général, Dominique de Villepin, est en charge des affaires. Il anime une équipe d'avocats et de juristes qui examine à la loupe la procédure suivie. Il s'agit d'anticiper les coups, préparer les contre-attaques, lancer des contre-feux dans la presse. Dominique de Villepin a beaucoup de travail pour protéger le chef de l'État. 3 juges d'instruction ont cru constater et ont vu et ont constaté sous le sceau du tampon de la République française des charges, c'est-à-dire des indices précis et concordants tendant à
a démontré que le président de la République avait commis, dans les fonctions antérieures qu'il occupait, c'est-à-dire de maire de Paris et de chef du RPR, des infractions très graves. Très graves. Trafic d'influence, recel d'abus de biens sociaux. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement. En effet, outre l'enquête sur les HLM de Paris du juge Alphen, à Nanterre, le juge Patrick Desmures travaille sur une deuxième affaire qui met en cause Jacques Chirac. 26 employés du RPR auraient bénéficié de contrats de travail avec des entreprises pour des emplois fictifs. L'enquête révèle comment pendant des années, la mairie de Paris, dirigée par Jacques Chirac, a fait payer le salaire des permanents du RPR, présidés par Jacques Chirac, par des sociétés compréhensives. Prise illégale d'intérêt, précise le code pénal. Dans cette affaire, Alain Juppé, le brillant second, paiera les pots cassés d'1 an d'inéligibilité. Pourtant, le maire de Paris a laissé un indice, une lettre signée de sa main, dans laquelle il demande en décembre 1993 la promotion au sein de sa mairie d'une secrétaire permanente du RPR. De ce système de vases communicants entre la rue de Lille, siège du RPR, et la citadelle de l'Hôtel de Ville, le juge Alphen en a lui aussi l'illustration lors d'une enquête en Corrèze. Je vais faire une perquisition en Corrèze, je tombe sur le RPR corrézien, et je lui dis, mais vous travaillez où? Vous travaillez au RPR, ici? Il me dit, ouais. Et je lui dis, c'est le RPR de Corrèze qui vous paye? Ah non, c'est la mairie de Paris. Et en plus, on n'a pas toujours le titre. Et je lui dis, ah bon, pourquoi? Il dit, ah c'est Jacques Chirac qui m'avait demandé, du coup, je suis chargé de mission à la mairie de Paris. Je lui dis, mais vous êtes déjà allé à Paris? Non. Ça, je vois ça, je le transmets au procureur de la République de Créteil pour qu'il fasse éventuellement un réquisitoire supplétif. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à Paris, classement. S'il vous plaît, cette affaire est en instruction. Oui. J'ai reçu des instructions du juge, je ne répondrai à rien. Je vous préviens, vous passez cette chaîne, France 2, vous aurez... À l'automne 2000, l'enquête sur les HLM de Paris qui s'enlisait dans le maquis de la procédure rebondit de manière spectaculaire. Le promoteur Jean-Claude Méry est mort en juin 1999, mais il a laissé une bombe posthume. Un témoignage fleuve enregistré sur une cassette. Le document est explosif. Méry précise en effet, c'est uniquement aux ordres de Jacques Chirac que nous travaillons. Ce jour-là, j'ai remis les 5 millions de francs en argent liquide directement sur le bureau de M. Roussin en présence de M. Chirac. Le 21 septembre 2000, Le Monde publie le script de la cassette Méry. Ce jour-là, Jacques Chirac est en visite officielle à Angoulême. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez des confessions En contact permanent avec Claude Chirac, le portable vissé à l'oreille, la cellule de crise à l'Élysée cherche la parade à la hauteur de la gravité de la charge. Dominique de Villepin, poète dans le civil, trouve dans un poème de Rimbaud le cœur supplicié l'inspiration. Ô flot abracadabrantesque, prenez mon cœur qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'1 an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. On exhume un enregistrement fait il y a plus de 4 ans et dont le journal lui-même, qui publie ses propos, les qualifie d'invérifiables et de sans valeur juridique. La formule rimbaldienne fait mouche et diversion. Jacques Chirac a trouvé la bonne prise. David Douillet vient de gagner son dernier combat, il est médaillé olympique, il a la médaille d'or. Au début du mois de décembre 2000, l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris, Michel Roussin, est emprisonné pendant 5 jours. Louise Yvonne Cassetta l'a cité comme un des pivots du système de financement occulte du RPR. Mais Roussin, ancien du SDEC, est une tombe. Il ne dit rien, ne reconnaît rien. Le climat de la cohabitation, en cette fin d'année 2000, est empoisonné. Le nom de Chirac est cité presque chaque jour par la presse à la rubrique judiciaire. Chirac a décidé de se battre. Quand je sens l'odeur de la poudre, je me sens mieux, confie-t-il. Il doit s'expliquer le 14 décembre et il en fait des tonnes pour prouver qu'il est étranger à toutes les combines de mairie. Que l'on prétend que je suis allé dans le bureau d'un de mes collaborateurs pour assister à la remise par quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu de relation personnelle d'une valise de billets, eh bien je vais vous dire, dans un premier temps, je suis stupéfait et dans un deuxième temps, je suis profondément blessé.
Si vous interrogez les gens qui me connaissent, vous n'en trouverez jamais qui disent que je suis un homme d'argent ou que je suis un homme qui pourrait être transigé avec l'honnêteté. Le juge Alphen, après avoir hésité, reprend son enquête sur la base des révélations de la cassette mairie. Le 27 mars 2001, il convoque à titre de témoin le président de la République dans l'enquête sur les HLM de Paris. Il était tout à fait logique d'entendre le président de la République, puisque tout menait vers lui. Le tout, c'est de savoir s'il y aurait suffisamment d'éléments pour le mettre en examen ou pas. Bien entendu, le président de la République ne se rend pas à la convocation. Le juge Alphen, lui, est victime d'inquiétantes intimidations. Quand vous avez un premier président de cour d'appel qui vous propose sa voiture blindée, parce que, dit-elle, il y a des risques, c'est évidemment inquiétant. Il y a eu un moment où j'avais peur quand le matin, je descendais dans, dans le parking de mon immeuble, récupérer ma voiture avec mes enfants et je les écartais de la voiture avant de tourner la clé parce que j'avais peur. Si le président de la République commet des infractions avant ou pendant son mandat, peut-il être poursuivi et par quelle juridiction? Les professeurs de droit se disputent sur l'interprétation des textes de loi qui fixent le statut pénal du chef de l'État. Consulté, le Conseil constitutionnel, présidé par Roland Dumas, précise en janvier 1999 que la responsabilité pénale du président de la République ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice. Après cet avis, les magistrats doivent renoncer. Bloqué dans son enquête, le juge Alphen rend, en avril 2000, une ordonnance d'incompétence, comme l'avait fait avant lui le juge Desmures à Nanterre. Mais sur le plan politique, Arnaud Montebourg s'engouffre dans la brèche. Montebourg veut renvoyer Chirac devant la Haute Cour. Il lui faut pour cela recueillir 58 signatures de députés d'accord pour convoquer la Haute Cour, formée de parlementaires. Mais tout le monde était d'accord pour dire c'est la Haute Cour. Les juges, le parquet, le Conseil constitutionnel et l'intéressé lui-même. M. Chirac, quand on l'a interrogé, c'était Patrick Poivre d'Arvor, il avait dit alors, M. Chirac, vous allez répondre quand tout ça? Je dis ah mais avait-il répondu c'est la Haute Cour. La responsabilité pénale du président de la République ne peut être évoquée que devant la Haute Cour de justice. C'est tout. Il avait raison, mais il avait raison et il avait aussi d'avoir un sourire. Parce que la Haute Cour, il fallait que M. Jospin soit d'accord. Arnaud Montebourg ne réunira jamais ses 58 signatures car le Premier ministre, Lionel Jospin, ne veut pas attaquer Chirac sur le terrain des affaires, qui pourtant ne cesse de défrayer la chronique. Les révélations sur le train de vie du président continuent d'inonder la presse. Ainsi, Paris Match du 4 août 2000 étale sur 4 pages la vie de nabab du président à l'île Maurice. Pendant 3 semaines, le couple présidentiel passe ses vacances dans une suite du Royal Palm au coût de 21 972 francs la nuit. Est-ce le même homme qui décrétait au début de son septennat que l'État doit réduire son train de vie? Le 22 juin 2001, un juge d'instruction découvre qu'un billet d'avion au nom de Jacques Chirac a été payé en liquide à l'agence Gondard de Neuilly. Il concerne un week-end à New York du 15 au 18 juillet 1993 pour Chirac, sa fille Claude et un garde du corps. Poursuivant son enquête, le juge découvre un listing qui indique qu'une vingtaine de voyages a été payés en liquide pour un total de 2,4 millions de francs. La femme du président et sa fille sont entendues par la justice. Jacques Chirac est une fois encore contraint de monter au créneau et d'expliquer que cet argent liquide provient de l'argent des fonds secrets de Matignon, du temps où il était Premier ministre. Il y avait dans ces voyages des voyages que ni moi, ni ma famille, ni aucun de mes amis n'avait jamais fait. Et qu'il y avait surtout toute une série de voyages à des noms de gens dont je n'ai jamais entendu parler. Donc jamais. Pour vous, les sommes se dégonflent? C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit. Une grande partie de la carrière de Jacques Chirac s'est faite à une époque où le financement des partis politiques n'était pas réglementé, où on avait tendance à confondre ses poches et les caisses de l'État. À Paris, entre 1987 et 1995, les Chirac ont dépensé plus de 14 millions pour les frais de bouche, soit près de 4 000 francs par jour.
Jacques Chirac ne s'est pas enrichi, il a simplement vécu sur la bête. La presse étrangère se régale. The Economist, bible des milieux d'affaires, ironise. Chirac fait de la politique depuis 40 ans, au service des contribuables, mais aussi à leurs frais, nourri et logé avec un faste que la plupart d'entre eux peuvent difficilement imaginer. The New York Times s'amuse. Une dictature du tiers-monde, une république bananière, une famille royale du Golfe, vous n'y êtes pas. C'est la France de la Ve République. Les Guignols, qui en 1995 présentaient Chirac en sympathique mangeur de pommes, lui ont trouvé un autre surnom. À l'Élysée, on contre-attaque. L'équipe de juristes, regroupée autour du secrétaire général Dominique de Villepin, se fixe comme objectif de faire annuler l'enquête qui menace le plus le président, celle du juge Alphen sur les HLM de Paris. Connaissant toutes les ficelles du code pénal, les avocats traquent les vices de procédure et bien entendu, ils en trouvent. Un juge qui est seul face à un appareil d'État, s'il veut aller au bout de son dossier, il faut qu'il soit toujours à la limite de la procédure, c'est-à-dire la respecter, mais sur la frontière. Dans 95% des dossiers, quand les cours d'appel ont à se pencher sur un éventuel problème de procédure, ils ne sifflent pas le hors-jeu, même s'il est flagrant, c'est-à-dire qu'ils sauvent la procédure. Ils préfèrent tripoter un peu le droit que de remettre un gros trafiquant de drogue en liberté. Dans les 5% restants, c'est-à-dire dans les dossiers, dans les gros dossiers notamment financiers, c'est l'inverse qui se produit, à savoir qu'on est bien content de trouver une virgule qui manque, un tampon qui n'est pas là, une copie qui a oublié d'être certifiée conforme pour siffler le hors-jeu et annuler la procédure. Et ce que je peux vous dire, c'est que tant que j'occuperai mes fonctions, la justice passera de la même façon pour tous. La Cour vient de sanctionner l'illégalité du comportement du juge de Créteil en des termes extrêmement sévères. Elle a donc logiquement censuré tous les actes accomplis par ce juge en violation de la loi. Tous les actes accomplis par M. Alphen sont nuls et non avenus, et la Cour a estimé alors... En septembre 2001, la Cour d'appel annule toutes les pièces mettant en cause Jacques Chirac. Du dossier des HLM de Paris, il ne reste rien. Et dans la foulée, la Cour d'appel dessaisit le juge Alphen. Cette décision rarissime est un sévère désaveu pour le juge qui abandonne peu après la magistrature. En octobre 2001, la Cour de cassation affirme devant le vide juridique que le président de la République ne peut être poursuivi pendant la durée de son mandat. Même la Haute Cour, invoquée par le Conseil constitutionnel, n'est pas compétente. La prescription est suspendue, ce qui laisse la possibilité théorique de poursuite à l'issue du mandat présidentiel. Toutes les affaires qui pouvaient de près ou de loin le concerner, elles sont terminées. L'affaire des HLM de Paris, c'est fini, il n'y a pas eu de disjonction, on ne pourra plus jamais entendre le président. Le seul dossier dans lequel il y a une disjonction qui a été faite et qui pourrait donc permettre, si à ce moment-là il y a la volonté politique de le faire, d'entendre un jour Jacques Chirac, c'est le dossier des emplois fictifs qui avait été jugé à Nanterre. C'est le seul. Tout le reste, c'est fini. C'est vraiment, je crois que le mot était bien choisi, pchit. L'interminable feuilleton des affaires a terni l'image du septennat. Jacques Chirac, touché, convaincu d'être victime d'une campagne orchestrée, a cru, ou a feint de croire, que Lionel Jospin en tirait les ficelles. Il a riposté et la cohabitation est devenue un ring. Le président de la République a appris la leçon pendant la cohabitation de 1986 avec François Mitterrand. Il faut marquer des points à chaque fois qu'on le peut dans ce match sans cesse recommencé entre les deux têtes de l'exécutif. Le 22 octobre 1996, le président français est en visite officielle en Israël. À Jérusalem, Jacques Chirac a souhaité aller dans la vieille ville pour rendre hommage aux 3 grandes religions monothéistes. Mais la visite tourne à la foire d'empoigne. Les forces de sécurité israéliennes interviennent et repoussent sans ménagement les commerçants arabes qui veulent saluer le président français. Le ton monte et Chirac, bousculé en tous sens, explose. Encore comme problème, je commence à en avoir assez.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Le lendemain, dans les territoires palestiniens, à Ramallah et Gaza, Jacques Chirac est accueilli comme un héros. Pour les foules démunies, il apparaît clairement que le président français prend fait et cause pour les Palestiniens. Le coup de sang et le coup de gueule de Jérusalem feront le tour du monde et assurent à Jacques Chirac une popularité sans égale dans les pays arabes. Il le vérifiera 7 ans plus tard, en 2003, dans les rues d'Alger, quand la Casbah lui fera un triomphe. Dans les régions déshéritées de la planète, Jacques Chirac chausse les bottes du général de Gaulle. Multipolarité, développement, réduction de la dette. Dans tous ces pays, il entretient des relations uniques avec les dirigeants. La question internationale le passionne. Il a une foule de connaissances. Connaissances sur les sujets et connaissances des hommes. Il a un carnet d'adresses impressionnant, une grande familiarité, puis comme il est là depuis très longtemps, il se considère un peu, j'allais dire, comme le plus ancien dans le grade le plus élevé. Jacques Chirac a une relation encore plus forte et encore plus personnelle et plus dense et plus chaleureuse avec les leaders de ce qu'on aurait appelé autrefois le tiers-monde qu'avec les leaders du monde développé. Donc énormément de gens dans le monde, de dirigeants, de personnalités dans un très grand nombre de pays, 100, 120, 130 pays, qui le considèrent comme le leader occidental le plus ouvert, à leur thèse, à leur position, etc. Signe de son immense intérêt pour les civilisations extra-européennes, le président Chirac fait construire un musée, Quai Branly, qu'il inaugure en juin 2006. C'est quelqu'un qui a vraiment un intérêt personnel et une culture sur le monde chinois, le monde japonais, le monde arabe, le monde africain, latino, le peuple premier, etc. C'est vrai. Bon, il a des positions comme ça qui me paraissent absolument sincères, culturellement sincères, qui vont de pair avec sa connaissance de ses cultures, et c'est d'ailleurs très impressionnant pour quelqu'un que la classe politique française et puis la presse de gauche, par exemple, pendant très très longtemps, avait absolument voulu présenter comme un culte. C'est totalement faux. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est un homme profondément cultivé, vraiment intéressé par tout ça, et en parlant volontiers. Et je n'ai pas senti que ça le coupe de quoi que ce soit d'autre, en fait. Je pense même que ça donne à Jacques Chirac une clé, quoi. Une intuition dont la plupart des Occidentaux sont privés aujourd'hui. Huit jours après l'attaque terroriste du 11 septembre 2001, Jacques Chirac survole Manhattan. Il est le premier chef d'État occidental à exprimer sur place sa solidarité avec les Américains. Le souci du président français est d'éviter que la riposte américaine se fasse sans discernement. Auprès de George Bush, il plaide avec insistance pour éviter de transformer la lutte contre le terrorisme en une guerre contre l'islam, en choc des civilisations. Quelques jours après les attentats du 11 septembre, l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, dont les causes apparaissent suspectes, ajoute encore au sentiment d'insécurité et de peur. Au début de 2002, les événements, les catastrophes et même les faits divers alimentent le pessimisme des Français. Jacques Chirac, dans ce climat d'incertitude, a décidé d'axer sa campagne présidentielle sur le thème de l'insécurité. Dès son premier discours, il martèle qu'il faut l'impunité zéro. Aucune infraction, si légère soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. C'est ce que j'appellerais l'impunité zéro. Le 4 mars, le candidat président est à Mantes-la-Jolie.
Chirac. Un escroc, lui-même c'est un délinquant. Après il veut calmer la délinquance. Les affaires ont laissé leurs traces dans les mémoires. Le slogan d'impunité zéro revient comme un boomerang. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous entendez par impunité zéro? Le thème de l'insécurité s'installe au cœur de la campagne. Fin mars, un déséquilibré ouvre le feu sur le conseil municipal de Nanterre, tuant 8 personnes. La tuerie de Nanterre est aussitôt exploitée. Et l'insécurité, ça va de l'incivilité ordinaire au drame que nous avons connu cette nuit à Nanterre. Et chacun comprendra que je tienne en votre nom à tous, j'en suis sûr, à redire l'horreur que nous a inspiré cet acte de folie criminelle. 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Le 21 avril, au premier tour, c'est le choc. Jean-Marie Le Pen arrive en seconde position, éliminant le candidat socialiste, Lionel Jospin, concurrencé à gauche par 7 candidats et qui a fait une mauvaise campagne. Pour le deuxième tour, la gauche appelle à voter Chirac. En héros de l'antifascisme, il est là dans son meilleur rôle, celui qui est le plus conforme à ses convictions intimes. À l'exception du faux pas de Dreux en 83, il s'est toujours battu, souvent contre son propre camp, pour empêcher toute alliance avec l'extrême droite. Par son attitude intransigeante, pendant 20 ans, il a sauvé la droite républicaine du déshonneur, d'une alliance contre nature. L'extrémisme dégrade et salit l'image et même l'honneur de la France. L'extrémisme ne propose pas d'explication ni de solution. Il veut tromper. Au soir du deuxième tour, Jacques Chirac, qui n'avait pas atteint 20% au premier tour, est réélu avec le score historique de 82%. J'ai entendu et j'ai compris ce que les Françaises et les Français ont dit. Il est temps de retrouver le sens de l'action au service de chaque Française et de chaque Français. Unique rescapé du tremblement de terre du 21 avril, Jacques Chirac a une chance d'ouvrir une nouvelle page. Une gauche traumatisée, une droite tétanisée, une opinion dans l'attente. Élu avec un score sans précédent, le président de la République a toutes les cartes en main. Il a rendez-vous avec l'histoire. Il a eu 82% des voix. Or, la vérité politique, c'était pas 82% des voix pour lui, c'était 20% au maximum. Toute la France vote pour lui, avec largement une moitié, à peu près la moitié, disaient les sondeurs, de voix de gauche. Pour donner un coup de barre vers l'équité, vers le centre, je dis même pas vers la gauche, mais améliorer sa vision fiscale, et puis se souvenir qu'il a d'autres électeurs. Ça, c'est pas correct, ça frise une malhonnêteté intellectuelle ou politique. Et ça, c'est un problème, de commettre une erreur d'interprétation pareille. Quand paradoxalement, à cause de Le Pen et des facéties de la gauche, Chirac est élu à 82%, j'ai un espoir. Je me dis, alors demain, Chirac va pour la première fois devenir gaulliste et il va faire un gouvernement de large union. Eh bien non. Rebelote comme en 95, un gouvernement de large fermeture. À force de faire le vide à droite, le président de la République n'a plus beaucoup de choix pour le poste de Premier ministre. Alain Juppé, le fils préféré, essoré par son passage à Matignon, mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs, n'est pas en situation. Philippe Séguin, le fils rebelle, qui a tant rué dans les brancards de la Chiraquie, a été acculé au suicide politique, il est hors jeu. Nicolas Sarkozy, le fils détesté, a réussi à revenir dans la course. Celui dont Chirac disait en 1995 « Il faut lui marcher dessus et du pied gauche, car cela porte bonheur »,
est devenu un personnage incontournable à droite. Mais en ce printemps 2002, le président de la République ne se résout pas à en faire un Premier ministre. L'ombre de la trahison plane encore sur leurs relations. C'est donc un illustre inconnu, Jean-Pierre Raffarin, président de la région Poitou-Charentes, qui doit incarner le nouvel élan. Il est élu le dimanche, le lundi matin, il doit être 8h moins de quart ou quelque chose comme ça, le président m'appelle. Et me dit, j'ai choisi de nommer quelqu'un comme Premier ministre qui va rassurer, c'est Raffarin. J'aurais pu te choisir toi, mais mon choix, c'est de nommer Raffarin. Et me dit-il, j'ai besoin de toi dans le gouvernement, je te propose d'être le numéro 2. Tu es soit ministre des Finances, soit ministre de l'Intérieur. On ne peut pas être plus aimable. Le président laisse son Premier ministre mener la réforme des retraites, son ministre de l'Intérieur construire sa popularité sur le front de l'insécurité. Loin des petitesses hexagonales, 1000 lieues au-dessus de la France d'en bas, Jacques Chirac cherche à jouer, comme tous les présidents, dans la cour des grands. Heureusement pour lui, l'histoire va lui passer un plat qu'il ne va pas laisser passer. Persuadé que l'Irak détient des armes de destruction massive qui menacent la sécurité du monde, le président américain, George Bush, rêve d'en découdre avec Saddam Hussein. Jacques Chirac multiplie les mises en garde et tient tête aux Américains. Au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, plaide contre le recours à la guerre. L'option des inspections n'a pas été conduite jusqu'à son terme et peut apporter une réponse efficace à l'impératif du désarmement de l'Irak. Pour Jacques Chirac, cette attitude n'est pas dictée par un anti-américanisme primaire qu'il ne partage pas. Le président français, qui connaît si bien les peuples, les hommes et les sociétés du Moyen-Orient, est intimement convaincu qu'une guerre de l'Occident contre Saddam Hussein entraînera des conséquences catastrophiques pour la stabilité de la région, qu'elle réveillera tous les fanatismes religieux et tribaux, et que loin de combattre le terrorisme, elle le nourrira de la rancœur et de la frustration. Devant l'histoire, Chirac prend date dans une posture gaullienne. Prenant la tête du camp du non à George Bush, le 11 mars 2003, il affirme son refus de la guerre. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. Le verbe chiracien n'arrête pas les chars de la coalition anglo-américaine. Mais l'affaire irakienne permet au président français d'entrer dans les livres d'histoire. Opposant un monde multipolaire à l'unilatéralisme américain, Chirac donne enfin du contenu à son deuxième mandat. Le président enfile des habits neufs, ceux d'un humaniste soucieux des misères humaines, d'un amoureux de la planète affolé par sa dégradation, d'un tiers-mondiste obsédé par l'aide aux pays pauvres. Passant de la fracture sociale à la fracture planétaire, il n'hésite pas à dire que le libéralisme serait aussi désastreux que le communisme. Jacques Chirac travaille les questions d'écologie, de développement, avale des dossiers et des notes, court les réunions internationales pour se faire le héros des pays en voie de développement, d'une mondialisation au service des plus démunis. Ce gaulo mondialiste ne rate aucune occasion de jouer les pompiers volants d'une terre qui s'autodétruit. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Quand il s'agit des grandes questions planétaires, le Nord-Sud ou le développement, il est sincère. Il s'est fait à cette idée-là. Mais en même temps, il y a toujours ce contraste invraisemblable entre les discours sur notre monde, la maison qui brûle, etc., et les pratiques de ces gouvernements. Ah, je suis persuadé que c'est sincère. Mais je ne regrette qu'une chose, c'est la non-lucidité qu'il a sur la capacité de son propre camp à suivre ses orientations. Et ça, c'est complètement tragique, parce que ça rend la France un peu menteuse. L'écho non négligeable de la parole chiracienne sous les tropiques de la misère va être atténué par l'échec européen. L'homme de l'appel de Cochin,
hostile à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun, converti par raison au traité de Maastricht, découvre à l'Élysée que l'enjeu européen est crucial dans le monde d'aujourd'hui. Jacques Chirac soumet à référendum le 27 avril 2005 le projet de constitution qui fixe les règles de fonctionnement de l'Europe à 25. Convaincu, mais guère convaincant, le président joue sur le résultat du scrutin, la fin de son mandat. Le rejet du traité serait vécu par les Européens comme un non à l'Europe. Il ouvrirait une période de division, de doute, d'incertitude. C'est une illusion de croire que l'Europe repartirait de plus belle avec un autre projet, car il n'y a pas d'autre projet. L'Europe serait en panne. L'échec du référendum sur la Constitution européenne apparaît comme l'échec du président de la République. Le rejet de ce traité, qu'il a voulu et mal défendu, le fait passer des néons au néant. Pour tous les observateurs, Chirac est un cadavre politique qui ne bouge encore que pour tenter d'entraver l'irrésistible ascension de Nicolas Sarkozy. Reculez juste un tout petit peu, voilà, on fait un cercle, un rond, et on est bon. Et moi, non, toi, vous allez foutre la caméra sur sa tête, monsieur. Monsieur. Non, mais là, il y a un trou. Voilà. Et madame, juste vous reculez un poil. Impeccable. J'ai fait chef de gare avant. Rejeté pour trahison après 1995, Sarkozy a compris très tôt qu'en politique, surtout face à Chirac, on n'existe que dans le rapport de force. Avec le culot, la brutalité, l'obstination et l'endurance du jeune Chirac, Nicolas Sarkozy avance ses pions, tel un joueur d'échecs. Jacques Chirac est un homme politique, je suis un homme politique. L'expression de désaccord formulée correctement n'a pas à le choquer. Ce qui est exact, c'est qu'à partir de 2002, j'essaye de prendre une autre stature, d'exister dans le domaine politique et ne pas demander toujours la permission. Je proclame M. Nicolas Sarkozy président de l'Union pour un mouvement populaire. Contre la volonté du président, Sarkozy s'est imposé à l'automne 2004 à la tête de l'UMP. Ce rassemblement conçu, préparé et organisé par les fidèles de Chirac tombe ainsi entre les mains de son ennemi de l'intérieur. Après l'échec du référendum sur l'Europe, le président de la République, non sans hésitation, met en selle à Matignon Dominique de Villepin, dans l'espoir que celui-ci parviendra à tailler des croupières à Nicolas Sarkozy. La haine entre les deux hommes, qui se battent pour la succession, transparaît à chaque minute d'un combat incessant. Ministre de l'Intérieur et président de l'UMP, Nicolas Sarkozy se pose, contre le gré du président, en incontournable héritier. À l'automne 2005, l'accident de santé qui frappe le président accentue encore l'atmosphère de fin de règne. Jacques Chirac, désormais, doit gérer sa sortie. Silhouette impuissante, le président contemple, en novembre 2005, les banlieues qui brûlent sans trouver les mots qui apaisent, ni les décisions qui s'imposent. De même, lorsque la jeunesse se mobilise au début 2006 contre le CPE, il laisse, inerte, son Premier ministre s'enliser et reculer sans gloire. Dominique de Villepin échoue à déstabiliser Sarkozy et dans la ténébreuse affaire Clearstream, il perd le peu de crédit qui lui reste. Cette descente aux affaires rejaillit sur le président de la République. L'ombre portée de cette agonie crépusculaire vient, à l'heure des comptes, ternir un bilan contrasté qui souligne l'écart entre les paroles et les actes. Je dirais qu'il y a eu la suppression du service national, l'arrêt des essais nucléaires, la réforme des retraites qu'il fallait faire, qui n'était quand même pas si simple. Une réforme importante, écoutez, là vous me prenez un petit peu de cours.
aidez-moi. La professionnalisation de l'armée et un meilleur équipement de notre armée. Il était plus jovial, familier, moins solennel que ses trois prédécesseurs. Et ça fait du bien voir où ça passe. Je crois qu'il aura su faire briller la France sur la scène internationale. La reconnaissance qu'il a fait que Vichy, c'était l'État français, et que donc l'État français avait une responsabilité dans la déportation des Juifs, tout cela restera vraiment à son actif. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Chirac veut réconcilier les Français avec leur mémoire plurielle. En choisissant de ne rien occulter des heures sombres, celles de l'occupation et de la collaboration, comme celle de l'esclavage, Chirac défend une certaine idée de l'histoire de la France, loin de la mythologie d'un pays immaculé. C'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire. Une mémoire qui doit être véritablement partagée. Qu'est-ce que vous voulez que je cite comme défaut? Qu'il aime trop la bière et il aime trop manger. Finalement, il aura été président 12 ans. Et sur ces 12 ans, il y a 2 ans d'échec avec Juppé, 3 ans d'échec avec Raffarin, 5 ans de cohabitation, et puis 2 ans de roi fainéant dans son palais à observer la lutte de succession. Chirac est une sorte de Don Juan politique, plus préoccupé par la conquête ou la conservation du pouvoir que par son exercice. Au fond, il combat aussi bien contre Giscard que Chaban, Mitterrand que Pasqua, Balladur que Seguin, Sarkozy que... Ça lui donne autant d'envie qu'une belle assiette d'un petit salé aux lentilles. Il a de l'appétit pour ça. C'est ça qu'il veut. C'est un conquérant. Une fois que c'est conquis, bon... D'ailleurs, je crois qu'il en va comme ça dans sa vie personnelle. Les femmes, les amis... Il faut capter, il faut posséder, il faut prendre, il faut gagner. Pourquoi un animal politique aussi doué dans la conquête des sommets de l'État, intelligent, travailleur acharné, bardé d'expérience, a-t-il accumulé autant d'échecs dans l'exercice du pouvoir? C'est le mystère Chirac, dont il faudrait sans doute chercher la clé dans une introspection intime. C'est un homme au ressort complexe et secret, bien différent de l'image qu'on a voulu en donner, ou de l'image peut-être qu'il a voulu donner de lui-même. Je crois que Chirac est encore plus complexe que Mitterrand. Mitterrand, au bout d'un certain temps, bon... Mais Chirac, je ne sais pas vous dire. Ce n'est pas de ma faute si j'ai une gueule de droite, a confié un jour Jacques Chirac. Poussé par les circonstances, des parrains successifs et une immense ambition à devenir le leader d'une droite qui ne l'aime pas et qu'il n'aime pas, Jacques Chirac a dû assumer un personnage schizophrène, sans cesse écartelé entre sa gauche et sa droite. Il s'est souvent pris pour sa caricature qu'à coups de menton autoritaire, ce fort en anathème a cultivé tout au long de sa vie. Sans doute pour mieux dissimuler sa vraie nature. Au fond, Jacques Chirac n'aura été que rarement lui-même. À l'aube du crépuscule, l'homme s'est-il enfin trouvé. Quand j'avais 20 ans, j'avais un certain nombre de convictions et au fond, je ne suis pas sûr qu'elles aient beaucoup changé. Je crois même qu'elles sont finalement restées les mêmes. Est-ce que Jacques Chirac, ça vous intéresse? Coupez. Coupez. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette question?